Vendredi 13 mars 2026. En pleine guerre, l'homme le plus puissant d'Iran a décidé d'apparaître en public. Il est allé à la marche du jour d'Al-Quds, un rassemblement annuel de soutien aux Palestiniens, retransmis en direct avec des caméras du monde entier braquées sur lui. Un message clair, l'Iran n'avait pas peur, que le régime tenait encore debout. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce même jour, les États-Unis avaient mis 10 millions de dollars sur sa tête. Réfléchissez une seconde. C'était le même homme qui donnait des interviews dans l'obscurité totale, sans une fenêtre, sans aucun détail susceptible de révéler où il se trouvait. C'était ça son niveau de paranoïa. Et pourtant, une seule erreur a suffi. 4 jours plus tard, Israël a annoncé qu'Ali Larijani était mort. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment ils ont fait et pourquoi ce qui ressemble à une guerre de quelques jours est en réalité des décennies de planification qui se matérialisent en temps réel. Avant de parler de comment il est mort, vous devez comprendre qui était cet homme, parce que sans ça, vous ne comprendrez pas l'ampleur de ce qui s'est passé. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une attaque conjointe contre l'Iran. Et dès le premier jour de cette guerre, ils ont tué Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, l'homme qui gouvernait le pays depuis presque 40 ans. Imaginez le chaos que ça a provoqué. C'est comme tuer le président, le général en chef de l'armée et le pape en une seule personne. Dans ce chaos, l'Iran avait besoin de quelqu'un pour prendre les rênes. Et cet homme, c'était Ali Larijani. Larijani n'était pas un nom quelconque. Il avait passé des décennies au cœur du pouvoir iranien. Président du Parlement pendant 12 ans, négociateur nucléaire de l'Iran avec l'Occident, c'est lui qui s'asseyait à la table avec les Américains et les Européens pour discuter du programme nucléaire. Et plus récemment, secrétaire du Conseil de sécurité nationale, l'homme qui coordonnait toutes les décisions de guerre. Quand Khamenei est mort, Larijani est devenu l'homme qui gouvernait réellement l'Iran. Il contrôlait l'armée, les services de renseignement et les décisions sur jusqu'où la guerre irait. Israël le savait. Et lui savait qu'Israël le savait, d'où la paranoïa totale, d'où le noir dans les interviews, d'où la planque. Pour comprendre comment Larijani a été éliminé, vous devez comprendre ce qu'Israël faisait pendant les 18 jours précédents. Ce n'était pas un hasard, c'était un plan. Premier jour, Israël tue Khamenei, le guide suprême. La tête du régime est éliminée. Du 2e au 13e jour, Israël passe 2 semaines à détruire méthodiquement les capacités militaires de l'Iran. Bases de missiles, installations navales, infrastructures. L'objectif était simple, empêcher l'Iran de riposter avec toute sa force pendant que le vrai travail se faisait. Le 17e jour, Israël tue Larijani, celui qui avait pris le commandement, la 2e tête. Ce n'était pas un hasard, c'était une séquence. Israël suivait une doctrine claire, décapiter méthodiquement la direction iranienne en éliminant un par un les hommes capables de prendre des décisions. Sans leadership, une armée ne fonctionne pas. Peu importe combien de missiles vous avez si personne ne peut décider quand et comment les utiliser. Et le ministre de la Défense israélien Israel Katz l'a dit sans détour. Les dirigeants du régime sont éliminés et leurs capacités anéanties. Voici maintenant la partie la plus fascinante de toute cette histoire. Et probablement celle qu'aucune autre chaîne ne vous racontera avec ce niveau de détail. Larijani était paranoïaque pour une bonne raison. Il savait qu'il y avait des espions américains et israéliens partout en Iran. Il savait qu'il était la cible numéro 1. Alors il faisait tout correctement. Il cachait son visage, sa voix, sa localisation. Mais il a commis une erreur. Le 13 mars, il a quitté sa planque pour participer au rassemblement du jour d'Al-Quds. Une décision politique, montrer au monde que l'Iran tenait bon, que la direction n'avait pas fui, une déclaration de force. Et ça a fonctionné, pendant qu'il était au rassemblement. Les États-Unis et Israël n'allaient pas attaquer un dirigeant au milieu d'une foule de civils, ils le savaient. Alors il est apparu, a fait des signes aux caméras, a prononcé son discours. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il saluait les caméras en croyant être en sécurité, le renseignement israélien travaillait déjà. Chacun de ses mouvements enregistrés, chaque itinéraire possible cartographié. Le rassemblement qu'il utilisait comme propagande est devenu le début de son propre piège. Le problème n'était pas d'aller au rassemblement. Le problème, c'était le chemin du retour. Selon des sources sécuritaires citées par la presse israélienne, non encore confirmées de manière indépendante par les grandes agences,
Israël a utilisé deux choses pour pister Larijani. La première, la guerre électronique avancée. Israël aurait créé ce qu'on appelle une zone morte dans le radar iranien. En gros, ils ont éteint les yeux de l'Iran dans une zone spécifique, sans que les Iraniens s'en aperçoivent. Le système de défense iranien indiquait que le ciel était dégagé. Il ne l'était pas. La deuxième, la mise sur écoute des communications de Larijani. Selon ces mêmes sources, il utilisait des réseaux de communication chiffrés, une sorte de WhatsApp ultra sécurisé. Israël serait entré dans ces communications et aurait commencé à alimenter de fausses informations sur le niveau de menace dans la région. Larijani et ses gardes du corps ont reçu des signaux indiquant que la route était dégagée, qu'il n'y avait aucun danger. Derrière cette opération se trouvait l'unité 8200, la division du renseignement électronique de l'armée israélienne. Pensez à elle comme l'équivalent israélien de la NSA américaine, sauf plus concentré, plus rapide et avec un bilan d'opération qui ferait trembler n'importe quel pays du monde. C'est la plus grande unité de toute l'armée israélienne. Un ancien commandant ayant passé 33 ans dans cette unité l'a bien décrite. Il n'existe aucune opération significative du Mossad ou de toute agence de renseignement israélien dans laquelle l'unité 8200 n'est pas impliquée. 90% de tout le renseignement israélien vient d'elle. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant ? Cette technique consistant à planter de fausses informations dans les communications ennemies n'a pas été inventée maintenant. L'unité 8200 avait déjà utilisé exactement cette méthode des années auparavant, quand elle avait créé un virus appelé Stuxnet qui avait infiltré silencieusement les machines contrôlant les centrifugeuses nucléaires iraniennes à Natanz. Ces centrifugeuses tournaient à des milliers de rotations par minute pour enrichir l'uranium. Le virus a commencé à les accélérer et ralentir de manière irrégulière, les détruisant de l'intérieur, pendant que les écrans des techniciens iraniens montraient que tout fonctionnait normalement, sans que rien ne soit remarqué, jusqu'à ce que des centaines de machines cessent simplement de fonctionner. Ils n'ont découvert l'attaque quand il était trop tard. Israël a utilisé le même principe contre Larijani, faire croire à l'ennemi qu'il était en sécurité pendant que le piège se refermait déjà. Alors ils sont partis vers la planque, confiants. Et c'est là que l'attaque s'est produite. Dans la cachette secrète où il s'abritait, dans la banlieue de Téhéran, Larijani a été touché. Avec lui ont péri son fils Morteza Larijani et le chef de son cabinet, ainsi que plusieurs gardes du corps. Mais Larijani n'était pas le seul objectif cette nuit-là. Dans la même opération, Israël a éliminé le général Gholam Reza Soleimani, le commandant des forces Basij, la police politique du régime. C'était l'homme chargé de réprimer les manifestations à l'intérieur de l'Iran par la violence, les arrestations massives et la force contre les civils. Et il y a un détail tactique très important ici. Soleimani n'était pas dans un quartier général. Il opérait dans un poste de commandement improvisé, une tente. Lui et son adjoint avaient été interdits d'utiliser tout local fixe. La raison, ils savaient que les emplacements fixes étaient vulnérables. Alors, ils ont improvisé. Mais ça n'a pas suffi. 2 cibles, 2 frappes, dans la même nuit, coordonnées avec une précision chirurgicale. Et voici l'ironie la plus cruelle de toute cette histoire. Quelques jours avant de mourir, le général Soleimani avait affirmé avec certitude qu'Israël n'avait la capacité de combattre que 10 jours, qu'après ça, l'Iran gagnerait. Il a été tué le 18e jour de guerre. Après la frappe sur Larijani, Israël a fait quelque chose qui a complètement changé la donne. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a annoncé que l'armée israélienne était autorisée à éliminer tout officiel iranien sans approbation supplémentaire. Il n'y avait qu'une seule condition, que la cible soit confirmée et que le plan soit prêt à exécuter. En pratique, ça signifie que tout dirigeant iranien qui apparaît dans le radar israélien peut être éliminé immédiatement, sans bureaucratie, sans attendre une réunion du cabinet. Et le même jour où ça a été annoncé, le ministre du renseignement iranien a également été tué. Israël ne réagissait plus. Il chassait de manière systématique et accélérée. Et voici où l'histoire devient encore plus complexe et plus préoccupante. Parce que ce qui vient maintenant, presque personne n'en parle. Larijani n'était pas seulement un commandant de guerre. Il était le seul homme en Iran capable de faire les deux choses en même temps. Opérer au sein du régime, parler aux généraux, prendre des décisions militaires et s'asseoir malgré tout à une table de négociation avec l'Occident. En d'autres termes, il était la seule porte de sortie possible pour mettre fin à cette guerre par la négociation.
Un ancien ambassadeur jordanien aux États-Unis l'a bien résumé. Il semblait être la seule personne avec qui la communauté internationale pouvait parler. Avec lui mort, il est difficile de savoir à qui parler dans les gardiens de la Révolution maintenant. Ce que ça signifie, c'est qu'Israël a peut-être militairement éliminé le seul homme qui aurait pu mettre fin diplomatiquement à cette guerre. Ali Khamenei, tué le premier jour, le guide suprême de presque 40 ans. Ali Larijani, tué 17 jours plus tard, l'homme qui avait pris le commandement après Khamenei. Le ministre du Renseignement, tué le même jour que Larijani. Et le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, fils du précédent, élu à la hâte après la mort de son père, a simplement disparu. N'apparaît plus en public, ne donne plus d'interviews. Personne ne sait vraiment où il est. Trump lui-même a dit, sans apporter aucune preuve, qu'il avait entendu que Mojtaba n'était plus en vie. Réfléchissez à ce que ça signifie concrètement. Israël est un pays avec l'un des plus grands arsenaux de missiles du Moyen-Orient, avec de l'uranium enrichi caché dans des bunkers souterrains, avec des forces militaires dispersées dans toute la région, avec la capacité de fermer le détroit d'Ormuz, le canal par lequel transite 20% de tout le pétrole mondial. Et ce pays pourrait être gouverné par un fantôme, ou pire, par personne. Israël a passé 18 jours à exécuter une stratégie très claire, éliminer systématiquement toute personne capable de prendre des décisions en Iran. Et ça fonctionne sur le papier. Mais vous vous souvenez de la question que j'ai posée au début. Que se passe-t-il quand vous détruisez complètement le leadership d'un pays armé ? Quand il n'y a plus personne avec suffisamment d'autorité pour dire « cessez le feu », qui arrête les missiles ? Qui prend la décision de négocier ? Qui décide si le détroit d'Ormuz s'ouvre ou se ferme ? Un régime sans leadership ne s'arrête pas nécessairement. Parfois, il devient plus dangereux, parce que chaque général, chaque commandant régional commence à agir seul, sans coordination, sans contrôle. Israël détruit la tête, mais le corps est toujours debout, armé, et, de plus en plus, sans personne pour contrôler ce qu'il fait. Comme vous pouvez le voir, ce n'était pas seulement une guerre qui en est maintenant à son 19e jour, c'était une opération de décennies qui se matérialise en temps réel. Israël ne s'est pas réveillé en février 2026 et décidé d'agir. Il savait exactement qui tuer, dans quel ordre et comment. Chaque nom sur la liste, chaque planque traquée. C'est le résultat d'années de renseignements, de patience et de planification chirurgicale. La question qui reste n'est pas de savoir si Israël va gagner, c'est ce qui se passe après. Quand vous éliminez toute la direction de l'ennemi, qui reste pour signer la paix ? Je veux maintenant connaître votre opinion. Pensez-vous que l'Iran peut se réorganiser sans leadership clair ou est-ce le début de la fin du régime ? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette guerre. À bientôt.